Initialement, on s'était regroupé à 3 écoles, l'ENSA Marseille, l'ENSA de Lyon et l'ENSAP de Lille. Rapidement, le thème du logement nous a semblé une approche intéressante au vu de la question qui portait sur la transformation. 2 corpus ont commencé à émerger. Le premier porte sur les modèles innovation. C'est une procédure de concours qu'avait lancé l'État, portée par le plan construction. Une manière en fait de répondre à la crise des grands ensembles. En fait, l'État était confronté à l'échec du grand ensemble de la Tour et de la Barre et on cherche d'autres typologies de logements. Et donc l'État met en œuvre ce plan construction en 1971 qui met en place des procédures de concours qui s'adressent à des architectes et à des bureaux d'études et à des entreprises. Et un des concours, donc le modèle innovation, nous semblait une approche intéressante. Et un autre corpus qu'on connaît plus dans le sud, lui, se concentre sur ce qu'on appelle l'habitat intermédiaire. Ça, c'est venu d'une discussion avec Xavier Dousson et son travail sur Fabien Vienne, notamment la résidence Notre-Dame de la Garde. Il m'avait remis une carte postale à l'époque. De cette image m'est venue aussi, avec les collègues de l'INAMA, l'idée de travailler sur l'habitat intermédiaire. Il faut savoir que dans cette période des années 60, la discipline architecturale est en crise elle aussi. Donc les architectes cherchent eux aussi, sans injonction de l'État, à formuler de nouvelles hypothèses. Et ça aboutit à de l'habitat intermédiaire qui correspond en fait à un habitat avec 3 caractéristiques. Des immeubles qui ne doivent pas dépasser du R+3, des appartements qui ont une entrée individualisée et des appartements qui ont au minimum un quart de leur surface dédiée à un espace extérieur, terrasse ou jardin. Un point commun quand même rassemble ces 2 corpus, habitat expérimental d'un côté et habitat intermédiaire de l'autre, c'est le mode de conception. L'architecte en fait, pour contrecarrer le principe de la tour et de la barre, va partir de la cellule. Et ces 2 types de projets vont s'interroger sur la manière d'agréger les cellules d'habitat entre elles. Donc on part d'une cellule et on analyse, on tente, on expérimente des modes d'assemblage à partir d'une cellule. En revanche, ces 2 corpus ont 2 grandes différences. La première, pour les modèles innovation. L'architecte devait s'associer à un BET et à une entreprise. Les lauréats se voyaient attribuer un agrément et pouvaient donc construire ces ensembles de logements sur la base de leurs premières propositions sur tout le territoire français. Ce qui explique que, par exemple, les projets de Pierre, Andro et Para ont été reproduits 57 fois sur le territoire. A l'inverse, l'habitat intermédiaire donc, répond plutôt à des questions topographiques, notamment on trouve beaucoup d'habitats intermédiaires sur les terrains en pente. Mais comme l'a dit Christian Mollet, c'est une manière de contrecarrer la tour et la barre en individualisant le collectif ou en collectivisant l'individuel. C'est un double mouvement. Ça aboutit en fait à plusieurs types d'assemblages qui ressemblent peu ou prou au principe du hameau, à du petit collectif pas plus haut que du R+3 ou même de l'habitat collinaire ou pyramidal en gradin. Le projet s'est constitué autour de 17 chercheurs. Qui regroupait des enseignants chercheurs de Marseille et de Lille. Ce qui était intéressant, c'est que ce corpus soumis aux étudiants a été traité de manière assez pluridisciplinaire, étant donné qu'on a des enseignants du champ histoire et culture architecturale, des enseignants du champ TPCAU, donc projet, et des enseignants du champ STA, donc sciences et techniques pour l'architecture. À Marseille, 95 étudiants ont été investis sur ce projet de recherche, autour de 45 opérations. À Lille, une trentaine d'étudiants se sont consacrés aux 85 opérations. Il nous a semblé donc important de mettre en œuvre avec nos étudiants une même méthodologie en fait. Donc il a consisté d'abord en premier lieu d'identifier et de localiser sur nos territoires l'ensemble de ces opérations. Nos étudiants ont été sollicités pour rédiger ce qu'on appelle une fiche d'Okomomo, donc c'est une association qui milite pour la préservation du patrimoine moderne. C'est une fiche qui permet pour chacune de ces opérations d'estimer la valeur patrimoniale de l'édifice, la valeur architecturale, la valeur technique, la valeur culturelle du bien. Le deuxième point qu'on a demandé à nos étudiants, c'était d'interroger ces édifices à l'aune des défis environnementaux. Et en studio de projet, les étudiants ont tenté de transformer ces ensembles pour les améliorer en termes de performance thermique et acoustique, mais aussi en termes de projet. Et la troisième piste, c'est de soumettre en fait ces connaissances aux politiques publiques en vue de soumettre une labellisation ACR, architecture contemporaine remarquable. On avait l'espoir initial de pouvoir soumettre à l'issue de cette recherche de 2 ans une liste d'édifices
aux DRAC respectives, Hauts-de-France et DRAC Sud PACA. Concernant les Hauts-de-France, l'équipe dirigée par Richard Klein a pu soumettre une liste de 85 édifices susceptibles de recevoir le label ACR. À Marseille, nous avions sélectionné au préalable 21 opérations et 19 ont été soumises au groupe de travail sur le label ACR. Au-delà de cet objectif premier, il y avait aussi un autre volet qui consistait à donner des prescriptions architecturales sur quelques-unes des opérations. On a constaté qu'on pouvait classifier cet habitat intermédiaire en 4 types d'assemblage. Le type d'assemblage volumétrique, un type d'assemblage par grappe, un type d'assemblage tissulaire et un type d'assemblage, le dernier, linéaire. Parmi nos 45 opérations, on en a extrait un par type qu'on a soumis à un expert extérieur, enseignant-chercheur aussi à l'école, qui les a analysés du point de vue des prescriptions architecturales, en vue en fait de réaliser des cahiers des charges. On pourrait encore aujourd'hui rencontrer ces copropriétés et leur soumettre cette ébauche de cahier des charges à suivre pour améliorer leur lieu de vie. Le troisième objectif qui me tenait à cœur, c'était de construire une approche théorique sur le concept d'habitat innovant, propre aux années 70, qui a été à la fois promu par l'État et d'interroger aussi ce corpus par le prisme des architectes et de leur engagement dans le renouvellement de la discipline, en œuvrant eux aussi de leur côté à un renouvellement de l'habitat et du logement. Donc, ce qui est intéressant et ce qu'on a tenté de transmettre à nos étudiants, c'est cette idée que lorsqu'on sollicite les architectes dans le cadre d'innovation ou de recherche innovante sur le logement, eh bien peut-être qu'une des solutions, c'est aussi de se tourner vers des habitats plus traditionnels, notamment l'habitat au Danemark des années 30, mais aussi de l'habitat vernaculaire, comme on peut le voir avec les maisons à patio dans les zones du Maghreb. Et donc, lorsqu'aujourd'hui on demande à nos étudiants d'innover énormément dans la question du logement, eh bien peut-être que l'innovation, elle peut aussi consister à regarder la tradition.